Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de vous expliquer pourquoi j'ai changé sur mon installation filaire domestique mon switch historique qui était un switch TP-Link 8 ports que j'avais placé ici verticalement, switch Gigabit Ethernet, par ce switch que vous voyez ici, le gros switch ZXL, qui est un switch beaucoup plus intéressant, c'est le modèle XGS 121012. Je vais vous expliquer dans un instant en quoi il consiste, mais déjà pourquoi je l'ai remplacé, pour deux raisons principales. Déjà, un réseau Gigabit Ethernet, c'est largement suffisant, ça propose de très bons débits, mais avec les nouvelles bornes Wi-Fi 7 que j'expérimente en ce moment, et même avec les bornes Wi-Fi 6 que j'avais avant, le Gigabit Ethernet, c'est un goulot d'étranglement, puisque les débits Wi-Fi sont maintenant supérieurs à ce que peuvent faire des connexions filaires en Gigabit Ethernet. Donc j'avais besoin de mieux. Et l'autre souci que j'avais, c'est que le switch que j'avais, ou le réseau que j'avais, n'était pas administrable, et donc au quotidien, ça peut poser quelques problématiques de temps en temps quand on veut faire, je sais pas, une agrégation de ports, des choses comme ça. J'avais pas ces capacités techniques de le faire. J'ai profité que ce switch était accessible en reconditionné chez Amazon pour me le prendre. C'est un switch que vous voyez ici passif, donc il n'a pas de ventilateur actif, il n'a pas aucune ventilation, il a des trous de ventilation mais pas de ventilateur, donc il ne fait aucun bruit. Alors ici on s'en moque, on est dans mon garage, dans mon sous-sol, donc même s'il y avait un petit peu de bruit c'est pas gênant, mais pour la poussière, parce que c'est quand même très poussiéreux, c'est pas mal d'avoir quelque chose de passif. C'est un switch qui a 8 ports ici, donc c'est les 8 ports qui sont là, en Gigabit Ethernet, donc exactement comme j'avais avant, mais j'ai en plus deux ports, qui sont les deux ports que vous voyez en bleu ici, en 2,5 Gigabit Ethernet, et à côté, vous voyez ici deux ports SFP+, sur lesquels je peux connecter un module SFP, enfin deux modules SFP même, pour obtenir jusqu'à 10 Gigabit Ethernet ou de la fibre en 10 Gigabit, pour relier soit sur une box opérateur, soit pour relier sur les différents switches de mon logement. Alors, pourquoi donc j'ai changé ce switch? C'est principalement pour mes bornes Wi-Fi. J'ai à l'étage ici, c'est tout ce que je peux câbler, hein, c'est tout ce que j'ai la capacité de câbler, mais j'ai chaque étage qui est desservi par un câble Ethernet catégorie 6A, qui part ici en tant que deux fils, et donc je les ai brassés sur ce switch. Si je veux, je peux maintenant avoir de 10 Gigabit Ethernet à chaque étage dans mon logement. 10 Gigabit Ethernet avec des bornes qui sont en 10 Gigabit Ethernet, c'est la symbiose parfaite. J'ai fait des tests chez moi, pour le moment j'ai pas besoin d'aller au-delà de 2,5 Gigabit Ethernet, mais je vous montrerai qu'on peut avec le module SFP+, faire monter mon réseau en 10 Gigabit Ethernet sans souci, de manière très stable. Le souci c'est que ça consomme un petit peu plus, et c'est ce qu'il faut comprendre quand on veut monter en gamme sur les réseaux filaires, même si c'est beaucoup moins cher que du sans fil, de manière générale, et beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide que du réseau sans fil, quoi qu'il arrive, aller au-delà du Gigabit Ethernet, c'est toujours plus de consommation électrique, plus de dégagement de chaleur qui en résulte, et des matériels qui coûtent plus cher. Donc il faut savoir, on va dire, trouver le juste milieu, et pour le moment, le juste milieu pour mon réseau personnel, c'est celui-là, ma domotique en Gigabit Ethernet, et le brassage de mes deux niveaux du logement en 2,5 Gigabit Ethernet, ce qui ne bride en aucun cas les transferts que j'ai chez moi sur mon NAS et tout ça, et j'ai toujours les capacités donc de passer en 10 Gigabit Ethernet, et je vous montrerai vite fait le passage en 10 Gigabit Ethernet, comme ça vous aurez vu que si je veux, je peux le faire, ça fonctionne, c'est juste que pour le moment j'en ai pas le besoin. Voilà, l'idée c'est de vous présenter ce switch rapidement, je vous montrerai le déballage, l'interface internet enfin web parce qu'il est administrable, donc c'est quand même assez intéressant d'avoir une petite interface de configuration, on peut faire 2-3 réglages qui sont assez intéressants, et puis je vous montrerai le dégagement de température, puisqu'il reste quand même assez tiède. J'ai choisi celui-ci dans la gamme parce que même s'il a une consommation électrique qui est quand même un petit peu largement supérieure par rapport à mon ancien Switch, évidemment, puisque déjà le fait qu'il soit manageable, bah, ça veut dire administrable, manageable, ça veut dire que forcément il a un petit serveur web qui tourne et tout ça, donc tout ça, ça consomme, et en plus le fait d'avoir du 2,5 Gigabit Ethernet, des capacités avec du SFP+, forcément ça en fait un switch qui consomme beaucoup plus, jusqu'à 18 watts, un petit peu moins, en enveloppe totale si vous câblez tout, dont les deux ports SFP+. Donc ça peut quand même consommer beaucoup plus qu'un petit switch 8 ports comme j'avais, en Gigabit Ethernet, qui lui consommait peut-être, je sais pas, 4 ou 5 watts à tout casser. Mais quoi qu'il arrive, donc j'ai des capacités supplémentaires, et c'était ce que je voulais vous montrer. Je refais le point aux étages pour les gens qui ne connaissent pas, vous passerez si jamais c'est redondant et que vous connaissez déjà, mais j'ai une prise ici murale, donc au dernier étage dans mon bureau,
elle est brassée donc soit en 2,5 gigabits Ethernet habituellement, hein, je vous l'ai montré sur la prise 2.5 du switch, soit comme je l'ai mis en ce moment en 10 gigabits Ethernet, parce que j'ai fait pas mal de tests, j'ai essayé de tourner en 10 gigabits Ethernet pour voir si j'en avais besoin. Donc c'est du catégorie 6A dans le mur, donc il n'y a aucun souci de possibilité, surtout sur les longueurs que j'ai tirées pour faire du 10 gigabits Ethernet. Ça sort sur la borne, ici ce sont les bornes d'écho BE85 qui sont 2 ports 10 gigabits, 2 ports 2,5 gigabits Ethernet, et ce sont des bornes Wi-Fi 7, donc qui ont des très hauts débits Wi-Fi. C'est très intéressant d'avoir au moins du 2,5 gigabits Ethernet de câblé, parce que sinon vous allez les brider, ces bornes, elles dépassent les capacités du gigabit Ethernet, et si jamais vous les laissez en backhaul sans fil, c'est-à-dire en pur Wi-Fi, en discussion entre elles, vous allez les brider, donc je vous conseille quoi qu'il arrive de passer sur du filaire. Donc 2 ports 10 gigabits Ethernet, il y en a un évidemment qui va dans la prise murale, l'autre va sur mon PC. Mon PC est équipé d'une carte réseau 10 gigabits Ethernet, donc il est en capacité de faire du 10 gigabits Ethernet. Et pour les prises 2,5 gigabits Ethernet, j'ai mon NAS qui est ici. Donc vous avez vu déjà pas mal en vidéo, mais le NAS est câblé en 2,5 gigabits Ethernet, ce qui est largement suffisant pour la plupart des trafics réseau dont j'ai besoin chez moi. Même si ce serait mieux de le mettre en 10 gigabits Ethernet, il faut que je mette une carte 10 gigabits Ethernet, il faut que derrière ça va consommer plus, je vais perdre probablement le Wake On LAN parce qu'il y a beaucoup de cartes 10 gigabits Ethernet qui n'ont pas de Wake On LAN. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Pour l'usage que moi j'en ai, le 2,5 gigabits Ethernet me suffit, et donc je reste en 2,5 gigabits Ethernet, ce qui me permet d'avoir déjà des transferts très intéressants entre le NAS et le PC. Et dans mon séjour, donc j'ai la deuxième prise qui est brassée sur le switch, donc ici c'est du 2,5 gigabits Ethernet, toujours je pourrais mettre du 10 gigabits Ethernet si nécessaire avec un deuxième module SFP+. Cette prise, elle part directement sur la deuxième borne BE85, 2 ports 10 gigabits Ethernet, 2 ports 2,5 gigabits Ethernet. Tout mon matériel ici, on va dire home cinéma, est relié dessus. Et j'ai aussi donc un point d'accès Wi-Fi 7 dans le séjour, donc c'est super pratique. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi c'est super pratique. Je vais vous faire un speed test en local chez moi. Donc ici, c'est des services qui sont déployés sur mon NAS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en faisant ce speed test, j'ai relié cette machine-là, je l'ai forcé à se connecter sur la borne de mon séjour qui est ici. Donc, borne du séjour, on va sur la prise murale, on descend sur le switch va renvoyer vers l'étage au-dessus. L'étage au-dessus sur lequel vous avez vu est branché le NAS qui héberge ce service de speed test. Donc je vais lancer le speed test, alors ça peut être variable en termes de débit en fonction du moment où je fais le débit, mais vous voyez ici que je sature quasiment le lien 2,5 gigabits Ethernet. Donc ce sont des débits qui sont énormes en termes de Wi-Fi. Alors en fonction du moment, en fonction du trafic qu'il y a sur mon réseau, Wi-Fi ou autre, ça peut monter ou descendre un petit peu, mais vous voyez que je suis au-delà des 2 gigabits en termes de débit. Et donc, je suis quasiment en capacité d'un lien 2,5 gigabits Ethernet. Donc imaginez que vous avez deux machines qui font ce test en même temps. La borne ne pourra pas l'encaisser, mais on arrivera quasiment à des transferts qui sont très proches, voire un tout petit peu au-dessus, de 2,5 gigabits Ethernet. C'est énorme en termes de transfert Wi-Fi, donc je vous en parlerai quand on parlera des bornes BE85, mais le Wi-Fi 6E optimisé ou le Wi-Fi 7 permettent des débits qui sont très intéressants. Et on voit ici que si je n'avais pas ce lien 2,5 gigabits Ethernet qui part au sous-sol avec un lien montant, soit 2,5, soit 10, donc je vous l'ai dit, je ne pourrais pas avoir ces débits Wi-Fi quand je suis connecté avec une machine dans mon séjour. Alors je pourrais me connecter à l'étage au-dessus, mais comme j'ai l'atténuation du plafond et tout ça, pareil, le Wi-Fi 7 serait atténué, donc je n'aurais pas ces débits possibles. Donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai fait cette mise à niveau de mon réseau. J'ai des bons débits maintenant, et en plus, j'ai la gestion, l'administration du switch. Donc c'est vraiment deux capacités qui sont très intéressantes à partir du moment où on commence à taper sur du très haut débit et qu'on a besoin de ce type de service. Ce Switch 2 XL, c'est pas le premier que j'ai acheté de la marque, mais je suis pas non plus extrêmement équipé, mais j'en avais déjà acheté un et je vous avais fait une vidéo sur mon passage sur les réseaux 2 Go 5, 10 gigabits Ethernet, et bon, j'ai un réseau toujours mixte, je suis pas en 10 gigabits Ethernet partout, mais j'avais commencé à mettre à niveau mon réseau, c'est la suite. Donc ici je mets à niveau mon réseau dans le sous-sol, et donc maintenant je vais passer partout en 2,5 gigabits Ethernet, et à certains endroits je serai même en 10 gigabits Ethernet. Donc c'est le deuxième switch. Le précédent c'était le MG105, un switch
5 ports, je crois, en 2 Go 5, les 5. Ici, vous allez voir, c'est un switch qui est un peu plus intéressant, puisque c'est un switch qui est assez mixte en termes de ports, et qui représente, je pense, assez bien le type d'usage qu'on peut avoir, dont on peut avoir besoin chez soi. Donc le logo XL est recouvert par le sticker Warehouse, puisque c'est un achat que j'ai fait en Amazon reconditionné, état neuf normalement, mais un retour produit, donc un produit qui n'est pas 100% neuf. Le modèle en question, c'est un XGS 1210-12. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut dire la référence, mais en gros, c'est un administrable avec, je crois, 12 ports en tout, mais vous allez voir, ça se voit bien sur le produit. En gros, dessus, il n'y a pas grand-chose de plus. On a les indications sur la marque. Ici de la même manière, là de la même manière, et au dos, je suis obligé de cacher parce que j'ai l'énorme étiquette Amazon, mais vous avez un guide d'indication rapide avec un QR code, ici pour pouvoir se lancer rapidement avec un petit manuel PDF. Donc je vous l'ai dit, le produit a déjà été ouvert, donc en fait, j'ai un scotch qui referme l'endroit où c'était normalement censé être scellé, et voilà le contenu. Donc on va voir s'il est vraiment état neuf. Donc un petit manuel d'utilisation rapide avec le rappel du QR code pour vous aider à vous en sortir, donc guide de référence rapide. Bon, c'est purement du papier, donc ça va pas servir des masses. On a le switch en lui-même qui est emballé qui est protégé par deux cartons de chaque côté, donc pour éviter tous les chocs. Concernant le switch, je vais vous montrer tout de suite dans un instant de quoi il en retourne, et puis la finition, tout ça. Et on a donc en plus dans l'emballage, de quoi former la multiprise, enfin la prise française, donc la prise alimentation française, qui est d'ailleurs modifiable en fonction des embouts, donc ça c'est pratique, ça fait de l'international. Donc c'est une petite prise, puisque c'est pas un switch PoE ou PoE+, en tout cas c'est pas un switch qui peut alimenter d'autres produits, il ne fait que s'alimenter lui-même, il consomme un petit peu. Je vous mets les caractéristiques ici de la prise. 12 volts, 1,5 ampères, on est sur du 18 watts. Donc c'est un switch qui va consommer un petit peu, ne pas par le fait déjà qu'il a beaucoup de ports et qu'en plus il y a des ports SFP+, donc ça peut potentiellement consommer, mais c'est pas non plus excessif en termes de consommation. On a de quoi le monter au mur si on veut le fixer, donc deux chevilles de vis. On a ici les petits stickers qui sont les pieds qu'il faut installer sur le switch. Et il y a encore ici un plastique. Donc ce sont les autres embouts d'alimentation. Donc on a l'embout anglais ici et l'embout américain ici. Voilà, donc ça va rester dans l'emballage puisque j'en ai pas besoin. Concernant le switch, on est sur du XL. Donc déjà XL, alors c'est pas ce qui se fait de plus haut de gamme, mais c'est quand même du haut de gamme. Donc on a un switch conception entièrement en métal. Sur l'arrière ici, on a l'alimentation. Alors c'est toujours en demi-teinte, en fonction des usages que vous en avez. Soit l'alimentation, vous allez la préférer en façade avec tous les autres ports, soit vous la préférez à l'arrière. Moi, je pense que dans le cas où je vais le déployer, ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que quand on a tous les connecteurs du même côté, c'est quand même un peu pratique aussi à utiliser. Ce switch, vous pouvez le mettre aussi dans une petite baie de brassage, un truc comme ça, donc du coup, l'alimentation derrière, ça peut être quand même pratique, voire un avantage. Sinon, donc, à l'arrière, c'est tout. Sur les côtés, on a deux grosses grilles d'alimentation, donc de chaque côté. Sur le dessous, rien de spécial, à part les endroits où on viendra fixer ça au mur. Alors, c'est prévu pour une fixation donc verticale, donc soit vers le bas comme ça, soit dans l'autre sens comme ça, mais c'est pas prévu pour une fixation comme moi j'aimerais faire comme ça. Donc je verrai si je peux quand même le fixer comme ça, sinon j'ajusterai pour l'installer tel que c'est prévu. C'est effectivement peut-être plus intelligent de le fixer comme ça, puisque la poussière ne peut pas rentrer dans les... Ici, il n'y a que la fiche électrique, donc vous n'aurez pas de poussière qui peut rentrer, et un petit peu d'air par convection qui se fait par les grilles. Donc sinon, sur la façade, puisque c'est quand même le plus important, donc on a le logo XL, quelques indications dont ici le bouton Reset, donc pour évidemment réinitialiser le switch, parce que ce switch, sa grosse particularité, c'est qu'il est gérable, on dit manageable, mais c'est le terme anglais, donc gérable en réseau. Vous avez un petit serveur web dedans, et vous pouvez aller gérer la manière dont les ports sont traités en termes de couche réseau par le switch. Donc sinon, en termes de ports, on a ici 8 ports qui sont des gigabits Ethernet, donc très classiques. On a 2 ports ici qui sont des ports alors compatibles évidemment 100 mégabits, 1 gigabit Ethernet, mais qui sont aussi compatibles 2,5 gigabits Ethernet, donc c'est largement utile pour la plupart des domiciles, et si vous vous contentez de ça, c'est déjà un bon switch. Ça fait 10 ports en tout, dont 2 en 2,5 gigabits Ethernet,
c'est pas mal, et en plus le switch, je vous l'ai dit, est gérable en réseau. Mais en plus, et c'est ça qui est super intéressant, vous avez 2 connecteurs SFP+, qui eux pourront monter jusqu'à 10 gigabits Ethernet. Donc c'est plutôt pas mal, puisque vous avez au final 8, 10, 12 ports. 12 ports sur un switch, dont 2 ports sur lesquels vous pouvez mettre en 10 gigabits, 2 ports en 2,5 gigabits. Ça vous permet de brasser un petit logement, on va dire, avec de la domotique, des trucs comme ça. Vous pourrez vous en sortir. Évidemment, sur des logements un petit peu plus costauds, ça va pas suffire, mais au moins, on n'est pas bridé. Tous les ports ici vont être à plein débit, même si on fait que du gigabit Ethernet. Parce que si on compte, on a 8 ports, plus éventuellement 2 ports en gigabit Ethernet, ça fait 10 ports en gigabit Ethernet, donc c'est compatible avec un port 10 gigabit Ethernet, en gros, en termes de débit. Si maintenant vous voulez utiliser les 2 connecteurs qui sont sur le côté ici, c'est du SFP, SFP+, très précisément. Donc je vous remontre vite fait, mais je vous renvoie vers ma vidéo qui vous présente dans le détail, en tout cas ce que j'ai pu vous montrer, le fonctionnement du SFP+. Alors vous avez plusieurs options, vous avez des câbles qui vous permettent de relier directement un port comme ça à un port sur votre box opérateur par exemple, donc c'est des câbles qui coûtent vraiment pas cher, et pour beaucoup plus cher, enfin ou pour plus cher en tout cas, vous pouvez vous acheter des modules qui sont soit fibre, soit Ethernet. Ici c'est un module Ethernet parce que j'ai pas de câble fibre chez moi. Ces modules, je vous l'ai expliqué, c'est des modules qui vous permettent de se connecter dans un connecteur SFP, comme ça, donc c'est des connecteurs qui dépassent, des connecteurs qui chauffent beaucoup, donc faites attention, je vous le redis, s'il y a un truc qu'il faut retenir sur le SFP, c'est de se méfier de ne pas se brûler. Et à partir du moment où j'ai ce module dans ce port SFP+, j'ai ici un port Ethernet 10 gigabits, donc ça me permet d'obtenir du 10 gigabits Ethernet pour ce switch. Voilà, donc c'est du coup un petit switch qui va être très intéressant, puisque vous pouvez en mettre 2, évidemment, des modules SFP, vous pouvez les mixer si vous voulez du cuivre ou de la fibre, et bien vous pouvez mettre l'un l'autre suivant vers où vous voulez aller. Donc c'est un petit switch que vous allez pouvoir déployer qui va être extrêmement pratique à utiliser. Évidemment, je vous l'ai dit, le SFP, vous levez toujours le système de décrochage pour enlever le module. Donc maintenant, ce switch, je vais le déployer chez moi, je vais y reconnecter ce que j'ai y reconnecter probablement ici, parce que ça va me suffire les 2 bornes Wi-Fi 7 que j'ai, comme ça j'aurai du 2,5 gigabits Ethernet, ce qui sera suffisant pour ne pas les brider, et j'aurai mes connecteurs SFP+, si j'en ai besoin, voire je peux les utiliser tout de suite, puisque j'ai déjà le connecteur SFP+, qui est disponible. Concernant les petits patins, c'est assez simple, c'est juste venir coller aux 4 endroits prévus les petits patins, vous les démontez, enfin vous les enlevez de l'autocollant, vous les mettez. Je les mets quoi qu'il arrive, que j'installe ce switch directement posé sur un bureau, évidemment, pour éviter le contact du métal et pour éviter de rayer la surface sur laquelle on pose. Mais même si j'utilise les vis murales, ce qui va être le cas, je les mets quand même, ça évite d'avoir... Déjà, ça permet d'avoir une petite circulation légère, mais une petite circulation d'air sur l'arrière, puisque forcément le switch ne pourra pas être plaqué contre le mur. C'est pas plus mal, puisque ça chauffe un petit peu, ça permet d'utiliser la carcasse métallique comme élément de dissipation, plutôt qu'être collé contre un mur. Et ça permet aussi d'éviter des vibrations quand on vient connecter, déconnecter. Comme ça, le switch est plaqué par des petits patins en caoutchouc, et il paraît un peu plus... pas robuste, mais un peu plus adapté pour venir décrocher ou raccrocher des connecteurs. Donc voilà, comme ça je suis tranquille, les patins sont mis. Le switch que je vais venir remplacer, c'est celui-là, c'est un switch TP-Link, pour lequel j'ai aucun reproche, il fonctionne très très bien, il est très fiable, puis ça fait des années qu'il tourne 24h sur 24, aucun souci, c'est un switch 8 ports, vous le voyez ici, on les voit les 8. Certains ports sont utilisés en 100 mégabits, d'autres en gigabits, et donc on voit les voyants verts, les voyants orange. Donc c'est ce switch que je vais remplacer. Ça va me permettre de brasser également les prises qui viennent de mes étages, donc j'ai que 2 prises, vous le voyez ici. Donc ces prises, je vais les mettre directement sur le switch en 2,5 Go. Et vous voyez que la taille va être quand même à considérer, puisque c'est un switch qui est beaucoup plus gros, donc il va falloir que je regarde si je peux et comment je peux l'installer à cet endroit-là, soit comme ça, soit dans l'autre sens, on va voir en fonction des possibilités que j'ai. Niveau installation, donc j'ai démonté l'ancien switch, j'ai déjà installé les 2 vis. Pour ce faire, c'est pas du rack-up, donc évidemment c'est du bricolage. Donc j'ai pris un bout de carton Amazon, comme ça je me fais un gabarit pour les 2 trous où je dois mettre les vis, et un niveau. C'est excessif, mais juste pour que le switch soit de niveau, mais de toute façon, ceux qui m'ont posé la fibre et tout ça, il n'y a pas grand chose au niveau, donc bon, ça va peut-être même faire tâche de mettre quelque chose à niveau, mais bon, au moins, j'ai la conscience tranquille, j'ai mis mes 2 vis, et j'ai plus qu'à fixer le switch. Le switch est mis en place sur les 2 vis, ça bougera pas, de toute façon, alors bon, je peux toujours donner un coup et le décrocher, mais honnêtement, pour l'usage qu'il en est fait, c'est largement suffisant. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit posé, comme je vous l'ai dit, de manière à ce que, comme c'est quand même un environnement assez poussiéreux,
Les aérations sont sur le côté, j'ai les câbles ici qui passent, mais j'ai quand même un petit peu d'air, j'ai de l'air de l'autre côté. Je l'ai un peu décalé par là parce que j'ai quand même les ports SFP, comme j'ai les prises électriques et tout ça, c'est pas très pratique sinon pour aller brancher des trucs. Donc j'étais obligé de le décaler autant que je pouvais sur la gauche. J'ai laissé quand même un petit peu d'air ici. Je ferai juste attention avec ce câble électrique qui initialement passait derrière parce que ça chauffait très peu. Là je vais faire attention que ça laisse bien de l'air, qui vienne pas se mettre contre le switch. Donc il faudra juste que je le reroute un petit peu mieux. C'est le câble électrique pour info, hein. J'ai une prise connectée et le câble électrique va sur ici l'onduleur APC de manière à faire une redondance électrique sur tous les appareils qui sont là en cas de coupure de courant. Voilà, donc ça j'ai plus qu'à l'alimenter et reconnecter dessus tous mes câbles. Les câbles vont être un petit peu courts dans certaines situations, donc il faudra que je réajuste, mais dans la majorité des cas ça devrait bien se passer. Voilà ce que ça donne en termes de câblage. J'ai fait au plus propre, c'est évidemment pas une belle baie avec voilà, tout bien joli, c'est du bricolage, mais bon ça reste propre. Je vous fais quand même le résumé vite fait de comment c'est câblé, comme ça vous aurez une bonne idée. Donc ma fibre arrive ici, j'ai le câble ici qui fait une boucle et qui arrive dans la Livebox qui est là, donc elle est juste derrière la borne qui gère mes caméras de sécurité Arlo. Dessus donc j'ai quasiment rien qui est connecté, j'ai juste la vidéosurveillance qui est connectée. J'aurais pu la connecter là, hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je la connecte dessus. Je crois qu'il y avait une raison, mais je me rappelle plus la raison. Et j'ai un tout petit câble patch qui va directement sur le switch ZXL. Alors évidemment ici je suis sur une Livebox 5, j'ai un forfait Soch 400 Mbps maintenant, mais ça reste du bas débit, donc avec un câble pour faire du gigabit Ethernet, c'est largement suffisant pour couvrir les besoins d'une box fibre avec un débit aussi faible entre guillemets. Évidemment si j'avais une box avec des débits de 1, 2 ou 8 gigabits seconde, j'utiliserais un connecteur SFP que je brancherais directement sur le switch qui est là. Là, j'ai pas besoin, mais j'ai la capacité de le faire si jamais j'ai le besoin. Les deux prises qui sont là, c'est des prises qui partent ici. Donc ça, c'est des converteurs, puisqu'ici on a des câbles muraux, ici on a des câbles patch souples. Donc ça reste du catégorie 6A, qui permet de faire passer du 10 gigabits seconde, voire même plus, mais au moins du 10 gigabits seconde. Et donc ça part dans les deux étages. Donc ici, je suis en 2 gigabits 5. Je pourrais faire plus avec mes ports SFP+, mais j'ai pas besoin de plus par rapport au débit que me proposent les bornes en haut, qui font du 10 gigabits seconde, mais qui sont limitées de toute façon en 2.5. Puis je vois que mes doigts sont assez noirs, j'ai pas fait attention, mais bon, c'est pas grave, vous me pardonnerez, c'est un petit peu sale hein, ici, quoi qu'il arrive. Et donc, sur les ports gigabit Ethernet, j'ai les deux produits qui sont là, le l'IPX 800V4 qui me permet de gérer la lumière, les ouvrants, les trucs comme ça. Donc c'est des produits qui sont filaires, donc extrêmement fiables. Et l'EcoDevice qui me remonte mes consommations. Donc moi j'ai la consommation électrique, mais je pourrais remonter la consommation gaz, la consommation eau et compagnie. J'ai ici le petit câble patch qui va sur la JDOM Atlas, le câble là qui va sur mon installation Home Assistant, et le câble là qui va sur mon pont Philips Hue. Voilà, en gros normalement tout est recablé, de toute façon je vais refaire des tests pour vérifier si tout va bien, et puis je vais me connecter sur l'interface du ZXL, pour vérifier si le ZXL fonctionne correctement. Le switch est en activité, première chose que j'ai faite, deuxième chose, puisque pour m'y connecter, il a déjà fallu que je tape le mot de passe et que je le change. Pour information, le mot de passe par défaut c'est 1, 2, 3, 4, si votre produit arrive neuf, et vous êtes obligé de le changer en fait la première fois que vous vous y connectez, vous pouvez mettre un mot de passe fort, je vous le conseille, et vous verrez les statuts de vos différents ports Ethernet. Donc quand vous avez un down, c'est que soit vous avez un câble défectueux, soit vous n'avez rien branché, et sinon il vous indique l'état du lien. Donc si vous êtes en 100 mégabits, en gigabit, full duplex, half duplex, etc. Ou au-delà, donc ici vous voyez du 2,5 gigabits sur mes deux lignes qui partent à mes bornes Wi-Fi 7. Mais avant même de commencer à vous montrer comment fonctionne le switch, d'ailleurs je viens de le rebooter, hein, il faut faire un petit tour sur sa mise à jour, puisque normalement quand il arrive il est parfaitement à jour. Ici le modèle que j'ai reçu ne l'est pas. À droite vous voyez la page de ZXL, vous avez une section downloads qui vous emmène, j'avais déjà ouvert la page, à l'endroit où en fait, vous pouvez trouver toutes les informations, dont le manuel de l'utilisateur, mais aussi les firmware. Donc vous voyez ici il y a 3 firmware, dont le ABTY1, que je n'ai pas. Moi j'ai la BTY0, on le voit, c'est écrit ici. Et si on regarde la liste des changements, donc ici on peut regarder les nouveautés, donc c'est mis dans un fichier PDF mais peu importe, hein. On voit quand même ici qu'on a des corrections de la vulnérabilité OpenSSL. Alors c'est pas très grave puisque la plupart du temps ici je suis connecté en local, je suis même pas connecté en HTTPS, mais il y a quand même une petite correction de sécurité, donc je vais en profiter pour faire la mise à jour de firmware pendant que il est tout neuf, et que si jamais il y avait un souci, de toute façon il serait pris en charge par la garantie. Donc je fais ici download,
Le firmware, je l'ai décompressé puisqu'il arrive sous un fichier zip, donc le firmware est ici, c'est un BIX, et puis vous avez la release note, et puis des informations sur les open source ici. Donc pour faire la mise à jour, on va dans Management, Firmware Upgrade, on choisit le chemin, donc ici c'est le répertoire qui est là, et le fichier BIX, je fais ouvrir, et je fais Upgrade. Je lui dis d'y aller, et normalement, on peut espérer que ça se fasse bien. Bon, je l'ai laissé faire sa petite séquence, mais en fait, normalement, je l'ai vu qu'il était disponible depuis un moment. Par contre, je ne sais pas si la mise à jour s'est bien passée. A priori, oui. On voit ici ABTY1. Donc, j'ai fait la mise à jour de firmware qui va rien changer à mon utilisation. Mais au moins, je suis tranquille, je sais que j'ai fait la mise à jour nécessaire. Donc, c'est une mise à jour qui datait de 2023. Je pense que depuis, il n'y a pas non plus... Enfin, c'est pas non plus un produit qui a énormément de fonctionnalités. Même s'il en a, comparé à beaucoup de Switch. On va y jeter un petit coup d'œil, mais bon, ça va pas non plus chercher trop loin, donc il n'y a pas non plus tant de bugs que ça à corriger. Comment est relié mon logement? Alors on le voit ici et ici, je vous montre très rapidement, c'est pas très important, mais j'ai un petit peu de domotique, donc vous voyez quand on est en domotique avec des produits comme ici l'IPX ou même le GCE Eco-Device, on est sur des vieilles normes réseau, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de débit, ça transfère rien en termes de données, donc on a du 100 mégabits full duplex pour l'IPX 800 et du 10 mégabits half duplex, c'est ce qui devient quand même assez rare, pour l'Eco-Device. Donc ça, c'est les deux premiers ports qui sont ici. Et les deux câbles qui sont là, vous les voyez donc en bleu, c'est les câbles 2,5 gigabits Ethernet. On les voit ici, donc lien 9 et lien 10, 2 gigabits full duplex, qui partent dans les deux étages pour relier les deux bornes Wi-Fi. Et donc j'ai des bornes maintenant Wi-Fi 7 qui ne sont plus bridées. Certes, je peux les monter toujours en 10 gigabits Ethernet, et je vais vous montrer tout de suite, mais quoi qu'il arrive, je peux aussi les utiliser en 2,5 gigabits Ethernet, et en faisant ça, j'économise un petit peu en termes de consommation électrique, donc c'est le choix que j'ai fait. Si maintenant on a des besoins supérieurs à 2,5 gigabits Ethernet, soit je vous l'ai dit pour relier à la box, pour éviter de brider le lien entre le switch et la box, ou pour relier sur un niveau du logement ou une prise du logement, module SFP+, qu'on insère dans le connecteur SFP+, du switch, et donc ce module SFP+, ici m'apporte une prise Ethernet 10 gigabits. Il suffit donc que je prenne le câble d'un des niveaux du logement, donc ici je prends celui qui est sur ma borne Wi-Fi principale, et donc si on va regarder le lien ici, enfin le rapport du switch, on va voir qu'ici je suis bien en 10 gigabits full, vous le voyez là, port 11, 10 gigabits full, et maintenant ce switch est brassé en 10 gigabits Ethernet avec l'étage, et donc là où j'ai mes serveurs, je peux être en 10 gigabits Ethernet, ce qui veut dire que sur ce switch, je peux avoir plusieurs connexions qui font par exemple du 2,5 gigabits Ethernet pour répartir sur les ports 2,5 gigabits Ethernet, voire qui font du trafic de transfert de fichiers ou autre avec les ports gigabit Ethernet, ou qui transfèrent ça sur une box 10 gigabits Ethernet ou 8 gigabits si nécessaire. Évidemment, là je l'ai fait pour un, il faudra rajouter un autre module SFP+, et le câble correspondant si on veut le faire pour l'autre. Ça a un coût, les petits modules ici SFP+, donc à la fois en termes de consommation d'énergie, puisque ça consomme un petit peu, ça fait une augmentation, une enveloppe de 3 watts, je vais vous montrer dans un instant sur le switch, mais ça coûte aussi en termes financiers de l'acheter, donc à voir si vous en avez besoin, sinon vous les gardez pour plus tard si vous n'en avez pas besoin immédiat. Ça consomme plus d'énergie et ça coûte plus cher, donc c'est pour ça moi que je reste sur du 2,5 gigabits Ethernet, ce qui est déjà très bien. En local, hein, ça ne sature pas et ça me suffira amplement pour mes transferts, même si je fais des gros transferts de fichiers, 2,5 gigabits Ethernet, c'est déjà sympa. On va faire un petit tour sur l'interface d'administration du switch. Je vous zoome un petit peu. Normalement, c'est pas le mode d'affichage par défaut, donc peut-être ce sera un petit peu moins joli, on va dire, mais au moins ce sera plus lisible pour les gens qui regardent sur un petit écran. Donc voilà l'interface en elle-même. Le switch, donc vous l'avez déjà vu puisque je vous ai montré la mise à jour de firmware. Vous avez des informations déjà système sur le switch, donc le numéro de modèle, le nom de produit, donc ça vous permet de changer son nom DNS, son nom résolu sur le réseau, donc c'est son nom par défaut. Vous pouvez le faire évoluer si vous voulez. Ici on a donc la version de firmware. À côté loop status, c'est si jamais il y a une boucle qui est détectée, puisque vous avez des détections avancées de bouclage, puisque ça peut arriver si vous gérez mal votre réseau de faire des boucles de réseau. Donc si jamais ici vous avez un avertissement, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Et puis l'uptime, alors l'uptime il n'est pas extraordinaire, ça fait 2 jours ici qu'il est allumé, mais comme j'arrête pas de faire des enregistrements particuliers pour vous montrer les consommations électriques, les choses comme ça, forcément j'ai réinitialisé
l'uptime du switch. Mais c'est un produit qui tourne chez moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme ça, évidemment, vous pouvez l'arrêter. Il démarre en quelques secondes, il n'y a pas trop d'attente si vous le coupez pour le rallumer, mais c'est un produit qui est conçu pour fonctionner en permanence, donc il n'y a pas de souci à le laisser tourner en permanence. Vous avez son adresse MAC qui est disponible ici. L'adresse IP, je vais vous montrer dans un instant, dans la partie management, je l'ai mis en adresse IP fixe, donc le masque et la gateway qui est ma sortie réseau, donc ici c'est ma Livebox. Je vous remontre en gros les statuts par port, puisque sur le smartphone c'était pas forcément très lisible, donc comme ça vous reverrez les histoires de 100 mégabits full duplex, 10 mégabits half duplex, vous le voyez mieux. Donc vous avez pour chaque port, donc de gauche à droite par rapport à ce que je vous ai montré, donc du 1 au 12, sachant que le 9 et le 10 c'est les ports 2 Go 5 et 11 et 12 c'est les ports SFP+, donc que vous pouvez mettre jusqu'en 10 gigabits. Vous avez donc à chaque fois le VID, donc si vous en définissez un, le statut du VLAN si vous définissez un statut de VLAN, ici c'est pas mon cas, les transferts en termes d'émission, en termes de réception, les erreurs CRC, donc si vous avez des erreurs de transmission, et si sur ce port vous avez une identification de boucle. Donc voilà, vous avez les informations de statut de lien, donc on voit que ça supporte sans problème le 2.5 sur le port 2.5 et que ça supporte sans problème le 10 gigabits full sur le port SFP+. Voilà en gros, par contre ce qu'on voit c'est que le gros du trafic pour le moment a eu lieu sur mes ports 9 et 10 qui sont mes ports 2 Go 5, puisque je vous l'ai dit, c'est principalement comme ça que j'utilise le produit. Et on voit qu'il y a quand même des ports qui communiquent pas mal, dont le port 8, et vous l'avez reconnu, le port 8, ici c'est le port qui relie à ma Livebox, donc qui va sur internet. Donc c'est évidemment là-dessus qu'on a le plus de trafic, et on peut surveiller ça grâce à cet outil de supervision. Vous pouvez également faire un refresh ou un clear. Le clear nettoie les statistiques, donc comme ça, si vous avez observé des erreurs, des trucs comme ça, mais que vous avez corrigé, je sais pas, un câble défectueux, un produit défectueux, vous pourrez remettre à 0 pour revérifier s'il y a d'autres erreurs. Donc ça, c'est la page principale. Je vais vous emmener directement sur la page management, parce que je pense que c'est celle qui est la plus intéressante en termes de réglage et où vous devez vous rendre. Vous avez la possibilité d'être client DHCP, donc je vous l'ai dit, par défaut, c'est activé, et donc automatiquement, il va demander au serveur DHCP une adresse IP et sa configuration évidemment qui est associée. Mais moi je l'ai désactivé et je lui ai mis une adresse IP en dur de manière à ce qu'il soit tout le temps configuré comme ça. Donc je vous conseille de faire ça. À droite ici vous avez la section pour changer le mot de passe, ancien mot de passe, nouveau mot de passe, et vous êtes obligé, à ma connaissance en tout cas de ce que j'ai vu, vous êtes obligé de spécifier un mot de passe avec une complexité elle aussi qui est assez élevée. Donc l'interface ne vous proposera pas de ne pas mettre de mot de passe ou un mot de passe simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot de passe par défaut est le mot de passe 1, 2, 3, 4 et que si vous perdez votre mot de passe, vous avez un petit bouton reset à côté du bouton power pour initialiser le switch. Et à gauche, vous avez la réinitialisation, donc si vous y avez accès par l'interface web, vous pouvez la réinitialiser, le redémarrage et la mise à jour de firmware, ça je vous l'ai montré. La possibilité d'y accéder en HTTPS qui est activée par défaut, mais vous pouvez aussi activer l'HTTP ou le désactiver, le timeout de session, donc pour vous déconnecter automatiquement au bout d'un certain temps. Quelques réglages maintenant un petit peu plus avancés, vous avez le VLAN de management, donc l'ID de VLAN de management qui par défaut a 1, l'IE 802.3AZE, ça, je crois que c'est pour les économies d'énergie, alors tous les matériels ne sont pas compatibles, donc faites attention si vous l'activez, peut-être vous aurez des produits qui sont incompatibles. Et deux trucs qui sont en fait intéressants, c'est le LED Eco Mode que je vais vous montrer, mais d'abord la configuration, donc Restore et Backup, vous spécifiez un chemin et vous pouvez sauvegarder toute la configuration du switch. Donc si jamais vous avez peur qu'il y ait un souci quelconque, ou que vous faites une mise à jour de firmware et que vous voulez le sauver avant, au cas où, si jamais vous ne voulez pas tout reconfigurer, vous pouvez faire votre backup et le restaurer si nécessaire. Et donc la déco mode, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc je bascule en Enable les LED Eco. Vous voyez que par défaut, donc on voit ici les LED qui s'allument en fonction du trafic. Donc si vous êtes en 100 mégabits, ou 10 mégabits, vous avez de l'orange, du vert quand vous êtes en plein débit pour la partie gauche, donc pour la partie qui va jusqu'en gigabit Ethernet, donc ça veut dire qu'on est en gigabit Ethernet, et les couleurs bleues pour indiquer qu'il y a du trafic sur les liens de 5 et 10 gigabits Ethernet. Mais donc si j'appuie ici sur Enable Eco Mode, vous voyez que, à part la LED Power, qui indique quand même que le switch est en activité, toutes les autres LED s'éteignent. Donc je peux éteindre ou rallumer à volonté, et puis du coup ça allume ou ça éteint les différents ports pour le trafic. Ça consomme pas grand chose, ça doit être un demi-watt d'économie d'énergie, mais si vous êtes à la recherche de petites économies, c'est toujours ça qui est pris. Les LED la plupart du temps, surtout ici,
à part faire sapin de Noël, on les verra jamais, puisque de toute façon, j'ai des portes, c'est fermé, donc on le voit pas. Donc autant qu'elle soit éteinte, et c'est pas plus mal qu'il y ait l'option. Donc là, on a fait le tour des réglages, on va dire, classiques. Pour un switch qui est déjà manageable, donc gérable, administrable, c'est déjà pas mal. Donc on a vu système et management. Mais on peut aller plus loin. On a le Storm Control. Le Storm Control sont des fonctionnalités pour éviter, alors c'est lié aussi au bouclage, des choses comme ça, pour éviter une saturation, un déni de service sur les transferts Ethernet quand il y a quelque chose qui se passe mal en général. Donc on peut l'activer et du coup le switch va surveiller le trafic pour éviter que ça arrive en désactivant ce qui va bien pour éviter le blocage total de votre réseau. Et vous pouvez aussi avoir une détection de bouclage, donc soit une prévention, donc ça vous notifie juste un statut pour vous dire attention j'en ai détecté une détection ou rien du tout. Si vous êtes sûr de votre réseau, vous pouvez le désactiver comme ça. Je crois que ça économise un tout petit peu de ressources, mais ça doit être vraiment minime. Évidemment, vous pouvez aussi par port, donc vous avez à nouveau les 12 ports, activer, désactiver chaque port, gérer le débit de chaque port. Donc ici par exemple, on voit je suis en SFP plus 10 Go, mais on peut passer aussi en SFP classique, 1000 mégas ou en DAC, en fonction de ce qu'on configure sur le port SFP. Pareil pour le 2.5, on peut descendre en gigabits, etc. Donc ça permet d'optimiser la compatibilité si vous avez du matériel sensible, on va dire, qui n'est pas compatible avec les dernières normes réseau. C'est quand même pratique de brider le switch pour rendre le matériel aussi stable que possible. Et le flow control, donc vous pouvez activer par port si nécessaire. Vous avez la gestion de VLAN, ça c'est super intéressant quand on en a besoin. Vous pouvez isoler du trafic en gros par le VLAN, donc créer des réseaux, des LAN virtuels. Ça vous permet d'avoir par exemple un réseau IoT sur lequel vous mettez votre domotique, vos caméras de surveillance ou autres, donc en isolant certains ports, et un réseau où vous avez votre matériel plus sensible, je sais pas, vos serveurs qui stockent des fichiers, des trucs comme ça, dans un VLAN à part. Des VLAN pour vos invités, je ne sais pas, en fonction si vous avez un logement avec peut-être une chambre d'amis ou un coin, je sais pas, un bout du logement que vous louez pour les vacances, eh bien, vous pouvez isoler ça avec des VLAN, et comme ça vous êtes sûr que le trafic est isolé au sein des VLAN. On peut faire d'autres choses avec le VLAN, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Link Aggregation qui est aussi super intéressant, vous pouvez relier ensemble deux ports, alors le choix est pas, vous pouvez pas tout faire, mais vous pouvez relier ensemble deux ports, sur le switch, donc par exemple port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, port 7, port 8. Ce qui est intéressant, c'est le port 9 et le port 10, puisque ce sont les ports du Giga 5, et le port 11 et le port 12, qui sont les ports SFP+. Et donc, en faisant de l'agrégation de liens, et en ayant derrière du matériel compatible, et vous avez ici des algorithmes que supporte le switch, vous pouvez par exemple sur un NAS, avoir deux liens Ethernet au lieu d'un seul, et on va dire répartir un peu le trafic sur ces deux liens. Ça permet d'avoir si vous avez des usages concurrentiels, d'utiliser en parallèle les deux ports Ethernet ou plus de votre NAS pour gérer le trafic. Donc c'est super intéressant. Et à côté de ça, vous pouvez faire du mirroring, c'est-à-dire faire en sorte que deux ports soient l'exact miroir l'un de l'autre et envoyer le trafic en miroir. Vous avez aussi de la qualité de service qui peut être définie, donc toujours sur les ports, en définissant des priorités et en choisissant la norme de gestion de priorité. Donc ça c'est intéressant si vous avez, je sais pas, des serveurs et des machines pour les enfants ou autres. Peut-être vous allez mettre les serveurs sur la QoS la plus élevée pour permettre que leur trafic soit pas bridé, et peut-être par exemple les enfants ou les invités sur des QoS plus faibles pour vous assurer qu'ils ne vous saturent pas vos lignes Ethernet. Et enfin, vous avez l'IGMP Snooping qui est supporté, donc ça c'est pour le multicast, la diffusion au sein de votre réseau Ethernet. Si vous en avez besoin, je pense que vous savez ce que c'est assez pointu, c'est assez précis. En fonction des services que vous déployez ou en fonction des matériels que vous déployez, vous en aurez besoin ou pas. Par défaut, c'est activé, donc vous avez quelques optimisations, mais vous avez aussi des réglages qui sont disponibles sur les ports et avec des petites configurations spécifiques à cette gestion-là. Donc vous voyez, c'est, je dirais, relativement complet. Il y a des switches qui sont plus complets ou qui ont des petites fonctionnalités en plus, mais quand même là on est sur quelque chose qui est quand même assez bien rempli en termes de fonctionnalités. Je pense qu'on en a pour son argent en termes de switch administrable. L'autre chose aussi que je peux vous faire remarquer, alors même si c'est 3 fois rien, mais l'interface web, l'interface HTTP, est très réactive. J'ai aucun souci à l'utiliser, donc même si le matériel derrière, j'imagine, c'est pas un foudre de guerre en termes de puces, comme quand même c'est un switch qui gère des prises 10 gigabits et du 2,5 gigabits Ethernet, ça a quand même besoin de traiter ça avec suffisamment de fiabilité de débit, donc on sent un petit matériel qui est assez efficace, et ça m'envoie directement vers la consommation électrique du switch, puisque vous allez voir que c'est lié, puisqu'on a un switch
qui a un petit peu de débit, un petit peu de capacité, bah, tout de suite on monte un petit peu en termes de consommation. Vous allez voir que c'est aussi dépendant des ports. Je suis maintenant équipé d'une caméra thermique, et oui, depuis le temps que je vous dis qu'il faudrait que je m'y mette, et ben ça y est, c'est fait. Je sortirai une vidéo dès que je peux pour vous en parler plus dans le détail, vous montrer quelques scénarios d'utilisation, mais un scénario d'utilisation, bah, c'est vous montrer justement ce qu'il en retourne en termes de dissipation thermique sur un produit comme ce Switch ZXL. Donc, je vous ferai quelque chose évidemment de plus parlant, de plus visuel quand on arrivera sur le test de la caméra thermique. Mais en gros, le point du milieu, j'ai la température. Le Switch est une température de 31,9 degrés en ce moment, en température de surface, ce qui est tout à fait suffisant, enfin satisfaisant pour un Switch. Alors ici, la température ambiante est de 16 degrés, quelque chose comme ça, 16 ou 17 degrés. Et donc, ça veut dire que le Switch ne surchauffe pas. Évidemment, par rapport à un Switch, on va dire, plus bas de gamme, plus classique, étant donné qu'ici, il a quand même des fonctionnalités d'administration, plus un module SFP qui est branché et des choses comme ça, forcément ça consomme plus, ça chauffe plus, et c'est la raison pour laquelle on est sur une température de 32 degrés. J'en profite pour vous montrer le port SFP qui est dans des températures qui oscillent entre, ce que je peux dire en tout cas à l'écran, entre 38 et 45 degrés, suivant où je vise exactement. Ce qui reste chaud, donc il faut faire attention quand on le débranche, mais c'est pas très chaud. Il peut monter beaucoup plus haut en température. Ici ça va parce que le trafic reste limité. Du coup le port ne chauffe pas trop, mais quand même il faudra se méfier quand vous le manipulez. Et moi je vais le débrancher tout à l'heure pour vous montrer les consommations électriques, donc je me méfierai. Voilà, ça vous permet de voir que c'est un Switch qui est à peine doux au toucher, qui chauffe pas trop, et donc comme ça me permet d'avoir une confirmation quand je me pose des questions sur les températures des appareils, que ce soit un ordinateur et un produit quelconque. J'ai une confirmation visuelle et fiable de la température qu'atteignent les produits. Je vous ai sorti le consommètre, on va tuer l'uptime ou la durée de fonctionnement du Switch, mais c'est pas grave, je vais vous le réinitialiser. Ça vous permettra de voir différentes consommations. Je vais pas tout faire, tous les cas de figure, mais vous aurez un ordre de grandeur pour comprendre que quand on passe sur des débits supérieurs, on est sur du matériel plus puissant, et donc forcément on consomme plus, ne serait-ce qu'en branchant quelque chose dans un port, ça consomme plus. Donc je vais le couper, alors on peut le couper violemment, il n'y a pas de souci, c'est du matériel qui peut supporter une coupure, et je vais le brancher, comme ça vous permettra de voir en combien de temps il démarre. Donc on voit ici que la petite LED verte clignote quand il démarre, et on est sur une dizaine de secondes, quelque chose comme ça, pour que le Switch soit opérationnel. Il a, vous voyez très rapidement, les petites LED qui clignotent. Donc je vous laisse en temps réel, je suis désolé, ça rallonge la vidéo, mais ça vous donne un ordre de grandeur pour les vitesses de démarrage. Et puis comme ça, on voit les petites LED qui s'allument. Donc là, le Switch est opérationnel, la LED est allumée verte, donc on voit que c'est tout bon. Et on est sur une consommation de 13 watts, ce qui est le double quasiment de mon précédent Switch, et c'est pas anecdotique. Alors, ce que je vous disais, c'est que, par exemple, le port SFP qui est là, il consomme, et pas qu'un peu. Si je vous débranche la prise ici, la prise qui est branchée sur le port SFP, vous allez voir qu'on perd 2 watts. Déjà, rien que le fait que il n'y ait plus de trafic sur cette prise. Et si en plus, alors je vais faire attention pour la chaleur, normalement il n'est pas très chaud ce module pour l'instant, mais je vais quand même faire attention. Si je débranche le module, on passe ici à 10 watts. Donc vous voyez que juste le fait d'avoir le module branché, même si on n'a rien dessus, c'est 1 watt, et enfin pour ce module-là en particulier, hein, et le fait de le connecter, on passe à 3 watts de plus. Donc c'est 3 watts par prise. Donc si vous avez deux modules SFP, les mêmes que vous branchez, vous avez déjà 6 watts qui sont consommés juste pour la partie 10 gigabits Ethernet. Je vous montre aussi les autres consommations, ça peut vous intéresser. Donc je vais débrancher les deux ports 2,5 gigabits Ethernet, on voit qu'on perd 1 watt. Donc 1 watt et demi pour les ports qui sont les ports de Giga 5. Si je vous coupe un port, alors je vais choisir ici le port qui va sur Internet, un port encore Gigabit Ethernet, vous allez voir que les ports Gigabit Ethernet consomment assez peu. On est de l'ordre de demi-watt par port. Donc le switch en lui-même consomme, on va dire en consommation juste sans rien de câblé, environ 6 watts. Si vous utilisez que des connecteurs Gigabit Ethernet, vous voyez que même si ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 câblés sur les 8, on est à 8 watts. Donc on est moins d'un demi-watt, je dirais en gros par port. Si je branche les connecteurs de 5 ici, donc je vais mettre les deux.
Si je branche les deux connecteurs de 5 ici, on passe à 10 watts. Donc on a en gros 1 watt, c'est un tout petit peu plus, hein, c'est environ, parce qu'on est vraiment sur des pouillèmes de watts pour les ports de 5, et je vous ai dit donc 3 watts. Avec ce module-là, en fonction des modules évidemment, on peut consommer un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà, l'enveloppe totale, ici comme on est autour des 10-11 watts, vous rajoutez les 6 watts, on arrive aux 17 watts, donc on est en gros à la consommation que supporte cet adaptateur secteur. Donc on est dimensionné vraiment pour on va dire pour un switch blindé, on va dire, donc tout connecté et qui consomme ce qu'il doit consommer. Alors on va évoquer le prix rapidement. Moi j'ai acheté sur Amazon, je l'ai pris en reconditionné, je l'ai eu un petit peu moins de 120 €. C'est un produit qui vaut 9. Alors le prix oscille pas mal entre 140 et 160 €. Ce qui est forcément beaucoup plus cher qu'un switch, on va dire basique, puisque vous pouvez vous en sortir pour une vingtaine d'euros, un switch Gigabit Ethernet. Mais on est quand même sur un switch 12 ports, et on est quand même sur un switch administrable, avec des capacités évoluées, une garantie de 5 ans, un châssis de qualité, des options qui sont quand même assez intéressantes. Donc même si on n'est pas sur le plus haut de gamme qu'on peut trouver en termes de matériel, même s'il manque quelques petites choses sur ce XL en particulier, le fait qu'il n'a pas d'option rackable, donc vous n'avez pas d'équerre ou de choses comme ça pour pouvoir l'installer dans une baie. Et c'est dommage parce qu'il ne manquerait pas grand chose, juste de petits trous pour mettre des vis et 2 équerres en métal, et on aurait pu le mettre dans un rack en fait, donc ça aurait pu être super intéressant. Mais sinon, franchement, pour tout ce que je vous ai montré, donc la garantie de 5 ans et le sérieux d'XL, parce que XL c'est quand même une marque historique en termes de réseau, qui fait toujours des matériels de qualité, hein, même maintenant, on a quand même un switch qui est relativement accessible en termes de fonctionnalité. Alors évidemment, vous aurez des switches que vous pourrez trouver, marque chinoise, un petit peu moins cher, surtout si ce qui vous intéresse c'est du full 2.5 ou full 10 gigabits Ethernet. Là, on monte vite en prix, donc ça peut être intéressant d'aller chercher des marques, on va dire, alternatives. Mais là, franchement, pour un switch, on va dire, grand public, qui fait un peu tout pour brasser une petite maison, voilà, avec des petits moyens, je trouve que c'est tout à fait satisfaisant, et normalement, ça devrait couvrir pas mal de vos besoins. Alors, sur une maison un petit peu plus grosse, où que vous commencez à avoir pas mal de prises dans les murs, et quelques besoins en termes de serveurs et de machines à gérer, évidemment peut-être que ça ne suffira pas, surtout si vous voulez faire des agrégations de ports, des trucs comme ça va vous faire consommer plusieurs prises, donc il vous faudra peut-être soit plus gros, soit plusieurs switches, mais vous avez compris que dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors évidemment, en XL, c'est pas que ce modèle XGS 121012, il y a d'autres modèles dans la gamme qui sont très intéressants, alors soit managed, soit unmanaged, en fonction de ce que vous voudrez faire, et plus ou moins bien fini, avec plus ou moins d'options, en tout cas en fonction de ce que vous souhaiterez. Un autre modèle qui est très intéressant, alternativement, on va dire, au modèle que je vous ai montré, c'est ce modèle ici, qui est le X1250-12. Alors faites attention aux révisions, il y a des notions de révision dans les switches XL, donc ne vous trompez pas aussi dans la révision, mais ce modèle-ci est un petit peu plus intéressant parce qu'il a toujours 8 ports Gigabit Ethernet, mais il a en plus 3 ports qui sont 2.5, 10 Gigabit Ethernet directement, donc pas besoin de SFP+, et compagnie, directement dans le switch. Donc si vous voulez brasser jusqu'à 3 prises en 10 Gigabit Ethernet, c'est natif, on va dire. Alors ça consomme le 10 Gigabit Ethernet, hein, on aura une consommation supérieure du switch, mais vous n'avez pas besoin d'acheter de module SFP+, et c'est quand même une belle économie, et vous avez quand même un connecteur SFP+, par exemple pour relier sur votre box opérateur avec votre petit DAC ou autre. Donc ça peut être très intéressant d'avoir cette alternative là. Donc en fonction de vos besoins, le modèle que je vous ai présenté, le 1210-12 ou le 1250-12, qui est un petit peu plus haut de gamme, qui est un petit peu plus cher. Et moi, le truc qui me dérangeait sur ce modèle 1250-12 dans mon cas de figure à moi personnellement, c'est non seulement déjà qu'il a une enveloppe de consommation qui est supérieure, c'est un petit peu dommage, et comme il consomme plus, il a une ventilation qui est active, non passive, donc avec un ventilateur, etc. Donc soit quand vous le mettez dans un bureau, si vous voulez le mettre dans un bureau, ça fera un petit bruit de fond, puisque je crois que le ventilateur reste tout le temps un petit peu allumé. Je peux pas vous le confirmer à tous les coups, mais j'ai entendu, j'ai vu que le ventilateur reste allumé. Et puis dans un environnement poussiéreux comme dans mon sous-sol, c'est forcément un endroit où la poussière va s'infiltrer. Donc ça nécessite d'ouvrir de temps en temps le switch pour le nettoyer, tout ça, parce que la poussière, ça empêche la ventilation, et du coup ça augmente la température interne du produit.
Voilà, mais c'est les deux modèles que je peux vous conseiller dans cette gamme-là. Puis XL, ça va au-delà de juste des switches, puisqu'ils ont aussi des points d'accès Wi-Fi, donc du Wi-Fi 6, du Wi-Fi 7. Alors évidemment, Wi-Fi 7, on monte en prix, donc on est sur des bornes à 200€, mais ça peut être aussi très intéressant si vous cherchez ce type de produit. C'est du gestion Cloud Nebula, donc c'est un peu comme les produits que vous pouvez trouver chez TP-Link ou chez Ubiquiti. Puisque vous avez une gestion qui est à peu près similaire, une configuration qui est à peu près similaire, des produits qui se gèrent à peu près de la même manière. Vous avez aussi des switches qui sont beaucoup plus accessibles, suivant si vous voulez du gigabit Ethernet, du 2,5 gigabit Ethernet, et je vous ai montré le switch que j'ai dans mon bureau, qui est un XL 2,5 gigabit Ethernet, que je trouve pas mal, il chauffe un peu, mais il fonctionne très bien, il consomme un peu plus forcément, puisque c'est du 2,5 gigabit Ethernet. Voilà en ce qui concerne ce que je voulais vous dire sur ce Switch XL et ma montée en gamme, ou en tout cas mon évolution pour être plus adapté par rapport aux bornes Wi-Fi que j'ai et ne plus avoir de limitations sur les débits actuels, mais aussi les débits futurs, puisque ce Switch est beaucoup plus évolutif que ce que je pouvais avoir par le passé. Là ici, il est dans une configuration fonctionnement quotidien, donc comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas les SFP+, même si je pourrais me le permettre, pour avoir du vrai 10 gigabits seconde. J'en ai pas besoin là maintenant, donc je ne le fais pas. Les LED sont éteintes, donc ça fait pas sapin de Noël, et le Switch fonctionne très bien, j'ai pas de soucis particuliers. Évidemment, pour avoir un test extrêmement précis, il faudrait aller jusqu'à faire des tests de débit d'une borne à l'autre, des choses comme ça, mais honnêtement, c'est pas le type de contenu que je peux me permettre de faire, ça demanderait énormément de temps d'aller tester toute la combinatoire entre telle prise et telle prise pour vérifier la manière dont c'est fabriqué à l'intérieur et la manière dont XL a optimisé les transferts, parce que forcément il y a plusieurs équipements à l'intérieur qui doivent dialoguer entre eux. Vous trouverez quelques rares tests qui en parlent sur internet, mais c'est très compliqué, je vous le redis, ça demande énormément de temps si on veut le faire bien, et honnêtement, je ne suis pas spécialiste du domaine, donc moi je me contente de vous dire ce que j'en pense en termes on va dire utilisateur éclairé, je sais pas si je dois me définir comme ça, mais en tout cas, par rapport aux besoins que j'en ai et par rapport aux problématiques que j'en ai. Moi, je m'en moque en fait si il y a des toutes petites limitations de débit dans certains cas et tout ça. Tant que le Switch est fiable, que les débits sont là et que j'ai pas de problème à l'utilisation, ça me convient très bien. Et pour le moment, en tout cas, c'est ce que je vois. Donc, c'est un Switch que je peux vous conseiller. Il y a un petit ticket d'entrée quand même qui est assez important, mais c'est du matériel qui est normalement réputé et on va dire fiable et reconnu, donc il n'y a pas de souci à vous le recommander. Vous trouverez des marques qui vous proposent des alternatives différentes, et en particulier vous trouverez des marques chinoises qui proposent des Switch très accessibles en termes de budget, ou plus accessibles en termes de budget. Maintenant faites attention, tout n'est pas équivalent. Je trouve dommage, moi, juste deux choses sur ce Switch. C'est la garantie de 5 ans. Alors, c'est super d'avoir une garantie de 5 ans, mais c'est dommage d'avoir une garantie limitée à 5 ans quand certains Switch sont garantis à vie. Mais il faut comprendre que ce Switch est équipé de suffisamment d'électronique, de logiciels et de choses comme ça dedans pour que XL, peut-être, ne souhaite pas s'engager au-delà des 5 ans. Et c'est le cas souvent sur du matériel qui tend vers du matériel où on est plus vers un petit produit, une petite machine, plutôt qu'un Switch très basique, puisque dedans il y a du logiciel, il y a des petits matériels un peu évolués par rapport à juste un Switch de base. L'autre truc, c'est, je vous l'ai dit, le fait qu'il ne soit pas rackable. Moi je m'en moque, puisque vous le voyez, il est accroché au mur et ça me va très bien. En plus de la manière dont il est accroché, je trouve que c'est élégant, on va dire. Je suis toujours pas sur quelque chose de très bien conçu, mais mon routage réseau, mon câblage réseau, j'en suis content. C'est propre et ça me va très bien, c'est facile à brancher, débrancher, gérer, donc il n'y a pas de souci. Mais il y aurait eu des petites vis, des petites équerres et on aurait pu le rendre rackable. C'était quand même un petit bonus assez intéressant, et franchement ça coûtait quoi, 1€ de rajouter les pré-trous et les équerres, et ça aurait pu satisfaire tout le monde. Mis à part ça, pour l'instant j'ai pas de problématique particulière à soulever. Évidemment, donc c'est un produit qui va rester à la poussière, au froid, au chaud, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Si jamais j'ai un souci avec, vous trouverez en commentaire épinglé mon message qui vous dira ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Si vraiment c'est un gros problème, je fais toujours une vidéo SAV, un truc comme ça, pour vous expliquer comment ça marche avec une marque quand il y a un problème. Voilà, donc en tout cas, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire, ce que je voulais vous dire sur ce Switch XL, vous avez vu. J'ai maintenant mes deux liens 2,5 Go, mes bornes Wi-Fi 7 sont incontestablement câblées avec
ce qu'il faut pour qu'elles ne soient pas bridées autant que possible. Si nécessaire, je pourrais les mettre en 10 gigabits seconde si jamais j'en ai besoin. Pour l'instant, j'en ai pas le besoin, mais si j'ai des équipements qui ont besoin de se connecter en 10 gigabits seconde, je sais que j'ai pas de souci à le faire. De la même manière, si je change d'opérateur, je sais que si jamais j'ai de la fibre qui va au-delà du gigabit seconde, j'ai les connecteurs qui vont bien pour faire le nécessaire chez moi. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire donc de ce switch et de ma montée en gamme dans mon réseau. Je suis content parce qu'au final, je n'ai pas eu pour si cher que ça pour des capacités qui sont vraiment au-delà de ce que j'avais avant, donc c'est plutôt sympa, ça rend bien, ça a l'air d'être fiable, ça a l'air d'être efficace. Moi pour le moment en tout cas, j'en suis très content. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.